Parker Schnabel se rend en Australie pendant la basse saison au Yukon et ce qu'il y découvre remodèle complètement tout ce que les gens pensent savoir sur sa carrière minière. Au Yukon, Parker a bâti sa réputation en déplaçant des montagnes de gravier et en chassant l'or fin dans des usines de lavage géantes en s'appuyant sur son échelle, son efficacité et ses heures de travail incessantes. Ce système lui a rapporté des millions et a fait de lui l'un des jeunes mineurs les plus prospères au monde. Mais l'Australie offre quelque chose de complètement différent, quelque chose de bien plus imprévisible et de bien plus dangereux à chasser d'énormes pépites d'or cachées dans la terre, où une trouvaille chanceuse peut tout changer du jour au lendemain. Le premier choc survient lorsque Parker entend parler d'une famille qui garde ses terres depuis 3 générations et refuse de laisser les étrangers s'en approcher. Leur propriété est restée presque mythique parmi les prospecteurs locaux, murmurée mais rarement vue. Puis, lors d'un test, une pépite solide est extraite de la terre australienne. Il atterrit dans la main de quelqu'un avec un bruit métallique lourd, épais, dense et brillant, au soleil, valant à lui seul près de $2000. L'équipage tout entier se fige en silence car chacun comprend instantanément ce qu'il regarde. Parker a passé plus d'une décennie à exploiter certains des terrains les plus riches du Yukon, et malgré toutes ces années, il n'a jamais extrait une pépite de cette taille de ses propres concessions. Alors que le Yukon est gelé sous d'épaisses couches de glace hivernale, Parker refuse de perdre du temps à attendre le printemps. Au lieu de faire une pause, il rassemble son équipage, monte à bord d'un vol pour l'Australie et se lance avec un nouvel objectif, trouver une mine digne de ce nom pendant que son exploitation canadienne est fermée. C'est un pari énorme car l'Australie n'est pas son territoire. Il ne connaît ni la terre ni les mineurs locaux, ni les règles tacites qui déterminent qui a accès aux concessions de valeur et qui est immédiatement refoulé. Cela change lorsqu'il rencontre Tyler Mahoney, un prospecteur élevé dans l'arrière-pays australien qui comprend comment fonctionne ce monde. Elle sait quels propriétaires fonciers pourraient écouter quelles familles détiennent des droits précieux et lesquels fermeront leurs portes pour toujours si elles sont abordées dans le mauvais sens. Sans elle, Parker ne serait qu'un autre étranger, arrivant avec de l'argent et de l'ambition. Grâce à ses conseils, il a soudainement une chance d'atteindre des terres riches en or que presque personne en dehors de l'Australie n'a jamais été autorisé à explorer. Parker explique qu'au Yukon, le succès repose sur la cohérence. Il traite d'énormes quantités de terre chaque jour collectant de fines paillettes d'or qui génèrent régulièrement des bénéfices au fil du temps. L'opération est prévisible car l'or est minuscule et les machines font l'essentiel du travail. L'Australie détruit cette logique presque instantanément. Ici, les mineurs chassent des pépites, de gros morceaux d'or brut valant des milliers de dollars chacun, et Parker se rend vite compte que ce type d'exploitation minière ressemble plus à un jeu de hasard qu'à une planification commerciale. Une pépite de la taille de votre pouce peut valoir plus qu'une semaine entière de nettoyage au Yukon. Mais l'inverse est également vrai. Un mineur peut passer 12 heures brutales sous le soleil australien chaque jour pendant 1 mois entier et repartir sans absolument rien. Parker appelle ouvertement cela la loterie de l'extraction de l'or, et cette déclaration cache une réelle peur, car il comprend à quelle vitesse ce type d'opération peut détruire de l'argent si l'or n'apparaît pas. Son premier véritable test s'effondre presque avant de commencer. Le mineur local Ian Holland veut vendre son bail, mais quand Parker arrive, l'appel de Ian est en panne au milieu de nulle part. Il n'existe aucune donnée géologique claire, aucune garantie et une seule opportunité d'évaluer si cette terre vaut des millions ou si elle ne vaut absolument rien. Après avoir cherché une machine de remplacement, Parker monte dans la pelle et se rend immédiatement compte qu'il doit oublier tout ce que le Yukon lui a appris. Au Canada, les attaques de Parker sont agressives, car l'or fin peut survivre à une manipulation brutale et être néanmoins capturé dans l'usine de lavage. En Australie, cette stratégie peut détruire les profits. Les pépites sont fragiles d'une autre manière, car les briser peut réduire leur valeur premium. Parker se force à ralentir, devenant plus précis à chaque mouvement même si la patience n'a jamais été son style naturel. Vous pouvez voir la frustration sur son visage alors qu'il essaye de s'adapter. Puis tout change en un instant. Ian arrête brusquement l'excavation et montre une étrange décoloration bleu-gris qui traverse le mur de terre. Cela n'a pas sa place là-bas. À l'intérieur de la terre exposée se trouve un ancien morceau de bois pourri, mais toujours préservé après plus d'1 siècle sous terre. Ian comprend immédiatement ce que cela signifie.
Ce bois a été abandonné par les mineurs qui travaillaient sur ce terrain précis près de 150 ans plus tôt. Ils ont suivi ce même schéma géologique à la recherche d'or lors de la ruée vers l'or historique en Australie. Le bois est la preuve que Parker ne devine plus où l'or pourrait être caché. Il suit désormais un chemin qui a déjà enrichi les mineurs bien avant son arrivée. Pendant ce temps, Tyler et Fred se battent pour faire fonctionner le trommel. La machine refuse de démarrer et reste morte dans la poussière tandis que la tension monte autour d'elle. 20 minutes douloureuses s'écoulent avant que le moteur ne démarre enfin. Ils chargent un seul mètre de terre provenant de la concession d'Ian dans la machine. Tout le monde regarde en silence. Puis l'or apparaît. Le détecteur se met à crier. Parker regarde les résultats avec incrédulité alors qu'il calcule près de 40 $ d'or à partir d'un seul mètre de terre. Son meilleur terrain au Yukon coûte en moyenne environ 20 $ le mètre. Ce sale Australien vient de doubler ce chiffre sur un bail qu'il n'avait jamais vu avant ce jour. L'or lui-même est complètement différent de celui auquel Parker est habitué. L'or du Yukon est souvent plat fin et d'apparence plus terne après traitement. Cet or australien est épais, trapu, jaune foncé et semble presque briller sous la lumière du soleil. Parker examine lentement le concentré, regardant l'or se déposer au fond, incapable de cacher à quel point il est stupéfait par ce qu'il voit. Ian explique qu'en 7 ans d'exploitation minière, il n'a vu qu'une seule fois une poêle produire environ 1 gramme d'or. Parker vient de battre cette référence sur un seul terrain d'essai sur un terrain inconnu. Il regarde la poêle et admet qu'il aurait aimé avoir une terre comme celle-ci chez lui. À ce moment-là, on peut presque voir son esprit s'emballer alors qu'il imagine ce que pourrait devenir une opération à grande échelle en Australie. À 40 $, le mètre, les aspects économiques deviennent impossibles à ignorer. Parker commence à calculer ce qui se passerait s'il étendait cette opération sur une saison entière au lieu d'effectuer des tests isolés. Du coup, ce voyage ne ressemble plus à une aventure temporaire pendant l'hiver yukonais. Cela commence à ressembler à une sérieuse opportunité d'expansion qui pourrait transformer son entreprise pour toujours. Le voyage emmène ensuite Parker à Ballarat, le centre légendaire du triangle d'or australien. C'est ici qu'a éclaté en 1850 et l'une des plus grandes ruées vers l'or du pays qui a changé à jamais l'histoire de l'Australie. La ville à elle seule a produit plus de 400 tonnes d'or, ce qui en fait l'une des régions aurifères les plus riches de la planète. À seulement 2 kilomètres du Ballarat Gold Museum des mineurs, on découvert la légendaire pépite de Bienvenue, une seule pièce massive pesant plus de 2000 onces. Il reste l'une des plus grosses pépites d'or jamais découvertes dans le monde. Le fait que les mineurs l'aient trouvée à l'aide d'outils manuels de base dans la même région géologique que Parker explore actuellement laisse l'équipage sans voix. À l'intérieur du musée, Parker passe devant des vitrines remplies d'or qui semblent à peine réelles. Les morceaux sont tordus, ramifiés, lourds et extrêmement irréguliers, ressemblant plus à quelque chose cultivé naturellement qu'à quelque chose extrait de la terre. Ce ne sont pas d'anciennes reliques provenant d'un sol épuisé. Ils provenaient des mêmes systèmes géologiques qui produisent encore de l'or aujourd'hui. Les géologues estiment que près de 215 milliards de $ d'or restent enfouis dans toute l'Australie. Et ce chiffre terrifie et excite Parker à la fois. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes ou de chasse aux trésors fantastiques. Il s'agit d'un terrain actif et accessible que les mineurs exploitent encore en ce moment. Et Parker vient peut-être de trouver son prochain empire caché sous la terre australienne. Parker se promène également dans les vestiges de Maytown, la ville fantôme qui était autrefois la capitale des champs aurifères de Palmer en 1874. L'hôtel de ville 4 ou 5 banques, l'hôtel Prince of Wales 30 entreprises échangeant des marchandises contre de l'or, une imprimerie, gérant son propre journal, le tout bâti sur la richesse extraite du sol qui l'entoure. La ruée vers l'or prit fin et en 1945 Maytown était vide. Parker parcourt les vieilles routes pavées et dit qu'il n'est jamais allé nulle part avec ce genre d'histoire. Il dit que son grand-père aurait adoré ça. Parker se tient devant les vitrines du musée et dit exactement ce qu'il pense. Il y a bien plus d'or en Australie qu'en Alaska, bien plus qu'au Yukon. Il pense chaque mot et son expression indique qu'il fait le calcul en temps réel. Il y a énormément d'or dans le sous-sol en Australie, bien plus qu'en Alaska, bien plus qu'au Yukon, c'est sûr.
La famille minière la plus secrète d'Australie. Sur un terrain vierge et intact dans l'est de l'Australie, Tyler amène Parker aux abords d'une propriété appartenant à la famille Fitzgerald. 600 acres au cœur des champs aurifères de Palmer, le terrain exact où les anciens mineurs extrayaient plus d'1 million d'onces dans les années 1870 d'une valeur d'1,5 milliard de dollars au prix de l'or actuel. Les Fitzgerald exploitent cette terre depuis des générations. Ils n'en font pas de publicité, ils n'invitent personne à entrer. Ils le protègent, comme certaines familles protègent leur nom. Parker et l'équipe se présentent avec des caméras, un entourage de production, et sans rendez-vous. L'accueil est glacial. La famille regarde l'installation, les véhicules, l'équipement, l'équipage, tout ce qui n'arrive normalement pas à l'improviste au milieu de nulle part en Australie, et la réception le précise immédiatement. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici sans une très bonne raison. Parker leur dit qu'ils recherchent un terrain à tester et qu'ils ont entendu dire qu'il y avait de l'or sur cette terre. Les Fitzgerald ne le confirment ni ne le nient catégoriquement, mais ils précisent qu'ils ne vivraient et ne travailleraient pas encore ici si le sol ne produisait plus. Parker est véritablement stressé. Il ne stresse pas devant la caméra. Il est en fait nerveux parce que les Fitzgerald ne se soucient pas de ses crédits liés à la ruée vers l'or ou du nombre d'onces qu'il a extraites du Klondike. Ils veulent savoir s'il s'agit d'un vrai mineur digne de confiance sur leur terrain. Ils ont passé toute leur vie à protéger cette terre. Ils n'ouvrent pas la porte à quelqu'un qui ne comprend pas ce que cela signifie et il n'y a qu'une seule façon de le prouver. Tyler se place derrière la chargeuse familiale et la fait fonctionner en douceur et de manière contrôlée à travers une répartition serrée de résidus travaillant la machine avec une sorte de facilité qui ne vient que du temps réel passé au siège. Cheryl Fitzgerald surveille chaque mouvement. Par la suite, elle dit qu'elle ferait confiance à quiconque pourrait conduire une chargeuse comme celle-là. La porte s'ouvre juste un craquement. Cette nuit-là, Parker et les Fitzgerald s'assoient ensemble et la conversation se déroule dans un endroit auquel aucune des deux parties ne s'attendait. La mère de la famille lutte contre le cancer et leur père a failli mourir lors d'une opération à cœur ouvert, plus tôt cette année-là. Cela les a brisés en tant que famille, les enfants se précipitant pour être présents pour les parents dont ils avaient toujours pensé qu'ils seraient là. L'entreprise progressait de toute façon parce qu'elle le devait, tout était plus lourd qu'avant le genre d'année qui oblige une famille à s'arrêter et à repenser à quoi tout cela sert réellement. Parker écoute. Puis il leur parle de son propre grand-père triple pontage à 73 ans. Les médecins lui ont donné l'ordre direct de trouver quelque chose d'actif à faire, car rester assis le tuerait plus vite que n'importe quelle intervention chirurgicale. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à exploiter. La conversation change de registre. Personne ne lance, c'est plus rien. Il s'agit simplement de deux familles minières, l'une en face de l'autre, qui parlent des gens qui les ont amenés ici, de la véritable signification du travail, lorsqu'on supprime l'équipement, les baux et les chiffres. Mon grand-père a eu un triple pontage, ouais c'est vrai, quand il avait environ 73 ans je crois, et les médecins lui ont dit d'aller chercher quelque chose à faire parce que si vous restez assis, vous allez mourir. Ouais c'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à exploiter. Eh bien, il a choisi une bonne aventure. Parker expose clairement sa position. Il a un profond respect pour toute la famille. Si la location d'un terrain a du sens et ne cause aucun problème, il serait honoré de participer à une petite partie de ce qu'ils construisent. Quelle que soit leur décision, il l'honorera pleinement. La réponse de Jack Fitzgerald est simple. Parker a testé le terrain et a gagné la confiance de la famille. La prochaine étape consiste à négocier un accord. L'hélicoptère le Trommel est la terre la plus riche que Parker ait jamais rencontrée sur la route, menant au terrain vierge de Fitzgerald, s'épuisent avant de l'atteindre. Les voies se rétrécissent jusqu'à ce que les véhicules ne puissent plus avancer. Faire entrer le Trommel semble impossible. Tyler appelle Magoo, un pilote d'hélicoptère de brousse local qui arrive sans chaussures, traverse des broussailles noueuses sans ralentir, et regarde le Trommel comme si c'était une chose parfaitement raisonnable de passer sous un hélicoptère et de voler dans les collines. Il accepte sans hésitation. Pas de drame, pas de questions, pas de négociation. Parker dit qu'ils auraient pu demander à Magoo de les emmener sur la Lune et que l'homme aurait vraiment essayé. Le Trommel atterrit sur le terrain de Fitzgerald. L'équipage l'installe sur de la terre intacte qui n'a jamais été formellement testée. Il le gère.
Le résultat est de loin le plus grand or que Parker ait vu sur un seul site au cours de tout ce voyage. Le sol est extraordinaire, dense, riche et à peine touché. Une famille assise au sommet d'un dépôt légitime depuis des générations, le protégeant, attendant que la bonne personne lui fasse confiance. Tyler le dit clairement. La marge bénéficiaire sur ce terrain ne ressemble à rien d'autre qu'elle a vu en Australie et elle a vu de nombreuses opérations d'extraction d'or à travers ce pays. Voici ce qui le rend presque incroyable. L'ancien tas de résidus de Jake Fitzgerald, un matériau qui a déjà été extrait à 2 reprises lors d'opérations précédentes, est si riche en or qu'il a construit un système de lixiviation en cuve pour en dissoudre l'or restant à un taux d'extraction de 90%, 3,5 grammes par tonne dans un sol déjà travaillé 2 fois. Le bail du pot de miel couvre 247 acres. Les calculs sur ce qui se trouve encore dans cette terre sont stupéfiants. Parker n'avait jamais rien vu de pareil. La pépite qui a arrêté tout le monde. Mineur chevronné James exploite un souffleur à sec sur son bail à l'intérieur de l'Australie occidentale, l'un des endroits les plus secs de la planète, où seulement 5 pouces de pluie tombent chaque année. Pas d'eau signifie pas de plantes mouillées. Au lieu de cela, la machine utilise de l'air pulsé poussé à travers des tamis vibrants, éliminant les saletés légères, tandis que l'or plus lourd se dépose dans les fusils en dessous. Une efficacité de 60 à 75%, au mieux bien derrière les opérations de Parker au Yukon. James laisse Parker tenter sa chance lui-même. Parker alimente le matériau lentement, observant la séparation se produire recouvert de poussière rouge en quelques minutes. Je suppose que le problème est que nous n'avons pas de véritable équipement de test. Nous recherchions un souffleur à sec, mais nous n'avons rien trouvé qui fonctionne ou que les gens nous laissent utiliser. Alors est-ce qu'on pourrait utiliser ceux de vos gars? James l'appelle opérateur de souffleur à sec. Parker prend cela comme un compliment, mais une différence réécrit complètement l'économie. Au Yukon, les résidus sont des déchets. Tout ce que la machine a manqué reste enfoui dans le tas et est mis de côté. En Australie, chaque tas de résidus est ensuite détecté manuellement car les pépites ne passent pas par la machine. Ils sont trop grands pour les écrans. Ils sont assis dans les matériaux mis au rebut invisible pour la plante mais bruyants pour un détecteur attendant d'être découvert par quiconque aura la patience de chercher. Fred prend le détecteur de métaux et commence à le faire passer sur le matériau surdimensionné qui sort du trommel. Je vais devoir commencer par nettoyer et gratter et vous pourrez détecter partout où cela se passe. Ouais, ça a l'air génial. Eh bien, devrions-nous y arriver? L'or ne se trouve pas. Les grosses roches et le gravier sont trop gros pour passer à travers les fins écrans. Le détecteur va dur. Parker arrive. Fred creuse au signal, ramassant le matériel avec ses mains. Ce qui sort de terre arrête tout l'équipage. Il s'agit d'une pépite d'une seule pièce d'or solide, d'une valeur d'environ 2000 $ posée dans la terre australienne, comme si elle l'attendait exactement à ce moment-là. La réaction de Parker est immédiate et totalement inattendue. Choc incrédulité, puis prise de conscience naissante de ce qu'il détient réellement. Au cours de toutes ces années passées au Yukon, Parker n'a jamais tiré une pépite comme celle-là de sa propre exploitation. Pas en une décennie d'exploitation minière, pas une seule fois. Le ciel se tait pendant un moment qui vous dit tout sur l'importance de ce phénomène. Ensuite, il y a la mine de roches dures de Big John à 130 pieds sous terre. Parker et l'équipage descendent dans le puits pour regarder Big John faire exploser du quartz riche en or avec des explosifs. La détonation frappe Parker à la poitrine et il dit que cela lui a fait peur. Il s'agrippe au mur. Son visage indique qu'il ne peut pas refaire cela, mais il est également complètement dynamisé par ce que représente l'explosion car le minerai qu'ils extraient contient en moyenne 14 grammes par tonne. Le sol du Yukon de Parker est en moyenne d'environ 0,2, soit près de 50 fois plus riche. Il se tient à l'embouchure du puits et fait le calcul, et vous pouvez voir toute son expression changer à mesure que le chiffre s'installe. L'accord la poignée de main, puis le monde s'arrête. Parker quitte la propriété Fitzgerald avec une poignée de main et un accord clair. Les deux parties sont intéressées. Les deux parties sont prêtes à aller de l'avant. Cheryl Fitzgerald fait comprendre à sa famille à quel point Parker a gagné la confiance au cours de sa visite suffisamment pour qu'elle plaisante sur le fait de l'adopter purement et simplement. Le rire est sincère. Parker exprime son désir de ramener un jour toute sa famille. Les Fitzgerald indiquent clairement que le sentiment est réciproque.
Cela va bien au-delà d'une simple transaction commerciale. Jack, et merci beaucoup de nous avoir ouvert votre maison. Oh, c'est aussi ta maison maintenant. Tu es un pote, tu es un ami, c'est bon de te connaître maintenant. Vous nous avez donné l'impression que c'est aussi notre maison. C'est votre maison. Ouais, c'est bien. Ouais. Parker sort de là en croyant avoir trouvé exactement ce qu'il cherchait. La terre la plus riche sur laquelle il ait jamais marché. Une famille qui lui fait confiance. Un accord à portée de main. Une véritable opération hors saison qui pourrait durer des années. Chaque pièce est en place. Tyler pense déjà à la logistique. De quel équipement ils auraient besoin. À quelle vitesse ils pourraient être de retour dans le sol. Toute l'équipe le ressent. C'est celui-là. Puis le Covid arrive. Les frontières de l'Australie ferment vite et fort. Pas de vol. Aucun mouvement de matériel. Pas de chronologie. Pas de retour. Ce n'est pas une négociation ratée. Ce n'est pas une poignée de main qui n'a pas tenu. Ce n'est pas un mauvais terrain, ni une mauvaise affaire, ni un partenaire qui a changé d'avis. Le monde se met en pause et l'Australie verrouille complètement la porte et Parker ne peut rien y faire. L'opération dont Tyler était convaincu qu'elle se déroulerait en une seule saison s'arrête net. Aucun avertissement. Pas de sortie. Aucune voie alternative. Les Fitzgerald sont toujours là. Le terrain est toujours là. L'accord est toujours là. La porte vient de se fermer. Il aurait adoré mettre ses dents dans ce terrain-là. Mais c'est comme ça, ce que l'Australie a laissé derrière elle. Parker retourne en Amérique du Nord, l'Alaska en particulier, son état d'origine, un endroit qu'il n'a pas exploité depuis 9 ans. Il arrive avec un acompte de 100 onces, près de 200 000 $. Il le jalonne sur une concession de 3000 acres et prévoit de l'exploiter parallèlement à son exploitation au Yukon. Même livre de jeu. Voir le sol, faites le pari. Allez. L'Australie a coûté une saison à Parker. Cela a renvoyé quelque chose de plus difficile à quantifier. Une compréhension complètement différente de ce à quoi ressemble l'exploitation aurifère lorsque l'échelle n'est pas la réponse. Quand la différence entre une bonne et une excellente journée se résume à un simple battement du détecteur au bon endroit. 2000 $ qui traînent dans la boue. 1 mois de travail compressé en un instant. Il a passé 8 semaines à apprendre des techniques qui n'existent pas au Yukon. Soufflage à sec, lessivage des cuves, détection de pépites après chaque exploitation de l'usine. Sur le terrain, cela a changé sa façon de voir toute cette industrie. Il a gagné la confiance d'une famille qui garde ses terres avec plus d'acharnement que quiconque qu'il ait jamais rencontré dans l'exploitation aurifère. Il a fait ses preuves par des actions, pas des mots, et a ramené des résultats sur le terrain le plus riche qu'il ait jamais testé. N'importe où sur cette planète, c'est finalement ce qu'était ce voyage. Preuve que Parker Schnabels peut intervenir partout dans le monde de l'exploitation aurifère et produire. Ce n'est pas une saison perdue, c'est une éducation qu'aucune université n'offre. Quelque part dans les champs aurifères de Palmer 600 acres de terre de Fitzgerald sont actuellement tranquilles. 3,5 grammes par tonne, toujours en terre. Parker sait exactement où c'est. Déposez un commentaire. Pensez-vous que Parker revienne un jour sur ce terrain?